Bienvenue sur le podcast Vis ta meilleure vie, le podcast des gens qui ne rentrent pas dans les cases et décident de sortir des sentiers battus pour vivre leur version de leur meilleure vie sans compromis. Tu trouveras ici des conseils actionnables tout de suite pour passer à l'action et faire un pas de plus vers ta meilleure vie, ainsi que des interviews de personnes qui sont sorties du cadre classique et qui nous expliquent comment elles ont fait pour relever le challenge de créer son propre chemin. Vis ta meilleure vie, c'est aussi une communauté de badass qui se bouge et se soutient pour avancer même dans les moments difficiles. Si tu aimes le podcast, tu peux soutenir ce projet gratuitement en commentant sur Apple Podcast et en donnant une note de 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute. Si le podcast t'aide dans ta vie, tu peux aussi soutenir ce projet financièrement sans engagement et à hauteur du prix d'un café sur la plateforme Buy Me a Coffee. Tu trouveras le lien dans la description du podcast. Et maintenant, place au nouvel épisode. Assieds-toi confortablement et je te souhaite une bonne écoute. Bienvenue sur le podcast Vis ta meilleure vie sur cette série spéciale hommes et femmes de chevaux. Et aujourd'hui, c'est une femme de cheval, une murmureuse qui nous vient tout droit du fin fond du Canada. Mais attention, elle est française et elle vit sa vraie vie de cowgirl avec les vaches et les chevaux dans des paysages absolument magnifiques à la Heartland. Donc, Élise, bienvenue sur le podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation. Comment vas-tu? Ça va, très bien, et toi? Alors, je tiens à préciser que cet enregistrement est fait depuis ta voiture parce que la vie de cowgirl est une vie pleine de surprises et que voilà, il s'est passé des petites choses qui font que voilà, on va faire ça depuis la voiture, il n'y a aucun souci. Et alors, pour répondre à ta question, je vais très bien et je suis ravie de pouvoir partager ce moment avec toi. Donc, Élise, tu partages ta vie de cowgirl sur les réseaux sociaux et quand j'ai vu ton Instagram, d'une part, je suis tombée absolument amoureuse de tous les paysages. Tu nous fais mais complètement rêver. Franchement, il doit y avoir plein de monde qui voit ça et qui disent « Non, mais je veux y aller, c'est juste trop beau ». Et puis 2 minutes après, je me rappelle qu'il doit faire quand même très, très froid au Canada. Et moi qui n'aime pas le froid, ça va pas le faire. C'est sûr, il fait plus froid qu'on pense, mais après, personnellement, je suis pas une fan de la chaleur parce que dès que tu fais un travail qui est très physique, s'il fait chaud, en fait, tu montes trop vite en température et t'es bon à rien très, très vite. Donc, quand tu gravites autour des 15 degrés, beaucoup 15 degrés, même en été, quand t'es en montagne, c'est vachement pour travailler, même pour les chevaux, ça les fait beaucoup moins travailler. Et pour les vaches aussi. On déplace pas des vaches s'il fait des gros chaleurs. Ouais, make sense. Alors écoute, Élise, ma première question, c'est à quoi ressemble en fait ta meilleure vie aujourd'hui et quels sont les ingrédients qui font que tu vis ta meilleure vie? C'est beaucoup de chevaux. Beaucoup de chevaux. Depuis que je suis petite, c'était ça. Donc, il y avait vraiment cette ligne d'être avec les chevaux pour vivre une meilleure vie possible. Du coup, beaucoup de travail avec les chevaux, beaucoup de travail avec les animaux. Je suis très, très proche des animaux. Donc, c'est vraiment vivre une vie de manière passionnée et d'aimer ce qu'on fait. Et la deuxième partie de ta question, c'était? Quels sont les ingrédients? Les animaux pour moi, vraiment. Les animaux, ok. J'ai eu une commotion il n'y a pas très longtemps, du coup j'ai des problèmes de mémoire. Donc si je te redemande la deuxième partie des questions, c'est lié à ça. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Même pas à cheval, malheureusement, j'ai une fourche d'une centaine de kilos d'un tracteur qui m'est tombé sur le crâne, ici. J'ai quelques mois très très difficiles et je suis encore en train de reprendre le dessus sur tout ça. J'ai encore des gros problèmes de mémoire, des gros troubles de mémoire. Donc je fais... Ok, waouh. Et c'est vrai que ça, c'est quand même un travail que tu fais qui est extrêmement physique et qui, j'imagine, a son lot de dangers. Alors, est-ce que tu peux nous décrire qu'est-ce que c'est en fait ta vie de cowgirl au Canada? Ça diffère selon les saisons. C'est un peu, il faut voir le métier de cow-boy en fait comme un métier d'agriculteur, c'est-à-dire qu'on est sur des vaches allaitantes en fait tout simplement. Donc après ça va différer selon les saisons, selon ce qu'on va faire. En hiver t'as beaucoup moins de travail parce que les vaches sont nourries au foin et elles sont plus proches de ton ranch. Après tu vas avoir la saison des naissances où tu vas commencer un petit peu à séparer tout le monde. Une fois que tes naissances sont faites, tu vas un peu remettre tes vaches sur les pâturages qui sont les plus proches du ranch. C'est pas encore en pleine montagne ou en pleine vallée selon ton ranch. Et par la suite, tu vas ramener tout le monde pour faire le premier vaccin et faire ce qu'on appelle le branding, donc marquer tes veaux. Et ensuite, tu les relâches tous. Tu relâches les taureaux avec pour que les mères puissent être couvertes encore une fois. Et par la suite, après, c'est beaucoup de surveillance, beaucoup de pousser les vaches de plus en plus haut sur la montagne pour qu'elles aient accès au pâturage. Et c'est toujours ce roulement où après plusieurs mois, tu fais redescendre les mères avec les veaux et puis tu sépares tout le monde, tu vends les veaux, tu vends des mères qui n'ont pas forcément été couvertes et tu fais un roulement. Chaque saison est très différente. Et c'est ce que j'adore dans ce métier-là, c'est que c'est jamais la même chose.
Ok. Et du coup, le cheval, c'est ton outil central. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu dois aller travailler avec les vaches, quand tu dis les pousser, les séparer et compagnie, donc tout ça, en gros, ton partenaire de travail, c'est le cheval, quoi. Exactement, on les appelle vraiment des partenaires à chaque fois parce qu'en fait, au contraire de l'équitation classique qui est une équitation de loisir, le western, c'est une équitation de travail. Donc le Mhm, cheval, c'est un partenaire et tu as besoin que ce soit un partenaire fiable. mhm. Parce que quand tu es dans des endroits comme dans l'ouest du Canada, là où je suis, c'est très sauvage, on n'a pas de réseau mobile, on n'a rien. Donc si on se blesse, il y a une certaine part de nous qui va se reposer sur notre cheval aussi. Il reste à Mhm. côté de nous, au contraire qui rentre au ventre, fait que les gens se disent, oula, le cheval, il est Ouais. tout seul. C'est vraiment un partenaire fiable au même titre que notre chien. Et c'est là un Mhm. point central de notre vie. On passe beaucoup de temps avec nos chevaux. Et quand on n'est pas avec les vaches, on est avec les chevaux justement pour essayer de les dresser un peu. Ok. Donc, il y a aussi tout un dressage du cheval, donc de ton partenaire de travail. Ça, c'est vous qui faites aussi. Oui, c'est le cow-boy qui dresse son cheval. Ok. Et est-ce que tu rêvais de cette vie-là enfant? Eh ben non, parce qu'en fait en France le western n'est pas connu. Quand tu es enfant et que tu veux commencer à faire du cheval, en général tu vas commencer par faire du classique. Mhm. T'aimes les sensations, tu fais du saut d'obstacle, tu fais du cross, tu fais des choses comme ça. Ou alors tu te penches vers la course. Je me souviens que quand j'étais très jeune, j'avais demandé à ma mère de faire une école pour être jockey. Ok. Mais il n'y avait pas de western en fait. Et tu te dis pas à aucun. Je me souviens que mon grand-père regardait des westerns et à aucun moment je me suis dit oh mais je peux faire ça ou quoi. Pas du tout. Et ouais donc non au final c'est pas partie de mes rêves d'enfance non. Et alors, comment c'est arrivé dans ta vie? Comment un jour tu te dis, je me barre au Canada et ciao la France, je vais aller monter des poneys toute la journée et pousser des vaches. J'ai eu une période très difficile dans ma vie, Mhm. vraiment très très compliquée parce que j'ai eu une enfance assez complexe avec une famille très stricte et en Mhm. fait même s'ils ils voulaient me faire du bien mais ça a été très très strict et en fait j'ai pété les plombs de mes 17 ans jusqu'à mes 20 ans Ok. où je rasais le crâne, j'étais punk à chien et tout et donc Waouh! très très loin de ce que j'étais et en fait il y a eu cette espèce de remise en question un jour de se dire mais je suis pas heureuse, qu'est-ce que je peux faire. Mhm. Vraiment, j'ai une force de caractère qui me pousse tout le temps à vouloir être très productive, à vouloir faire des choses pour moi, pour les autres, voilà, pour sortir un peu de cet état léthargique. Et Mhm. je me suis retrouvée avec une famille qui faisait du western. Mais hasard total. Et donc cette famille-là me dit, ah mais tu montais à cheval plus jeune, est-ce que tu veux remonter à cheval? Je vais chez eux, ils me font monter à cheval. Et puis en fait, j'ai très vite compris que ça m'avait vraiment prise au trip. Et donc je me Ok. retrouve en France à essayer de trouver des ranchs, trouver des choses ou développer un peu cette compétence. Mhm. Et je travaillais dans des fermes en parallèle. Donc, je travaillais sur des fermes, j'allais dans des ranchs, plein de choses pour essayer de développer ça. Puis un jour, je me dis, mais attends, c'est pas en France que je vais vraiment devenir cow-boy. Et Ok. je un ranch qui me suivait sur Instagram, que je contacte, qui me disait, OK, tu viens. Et c'est hyper inattendu parce qu'en général, il faut beaucoup de contacts pour réussir Ok. à aller au Et premier ranch, il me disait, OK, tu viens. J'y suis allée. Et au final, voilà, Ça devait arriver, c'était ta destinée, quoi. ça devait vraiment arriver. Ouais, tout s'est fait tellement naturellement que Ouais. Ok, d'accord. Donc, tu te retrouves au Canada. Est-ce que tu avais une idée un peu romantique du truc? Est-ce que, tu vois, quand tu as commencé, tu t'es dit, wow, wow, c'est pas du tout ce que j'imaginais? Ou est-ce qu'au contraire, il y a absolument tout qui t'a justement pris au trip et fasciné et que tu es à fond là-dedans, du coup? je pense que déjà, tu sais, quand tu arrives au Canada et que tu viens de France, le premier truc qui te marque, les espaces. Ouais. Tu vois, il n'y a personne. Il faut savoir qu'au Canada, on n'est que 31 ou 35 millions. Donc, c'est Mhm. la moitié de la France sur un pays qui est plusieurs, je ne sais pas combien de fois, je crois que c'est plus d'une dizaine de fois la France. Mhm. Où les gens sont concentrés sur une ligne, en fait, qui est la ligne au niveau de Vancouver et au sud. Mhm. Donc, moi, je suis plus sur le nord. Donc, en fait, au final, il n'y a personne là où je suis. Et tu arrives il n'y a pas de réseau. Mhm. J'insiste là-dessus parce qu'en fait, les gens, souvent en France, ils sont habitués à avoir du réseau partout. Chez nous, Ouais. si t'es pas de réseau, t'as aucun moyen de contact avec l'extérieur, t'arrives dans des espaces qui sont des kilomètres et des kilomètres de nature sauvage, t'es choqué et t'as ce truc direct tu sens que les humains là-bas sont très différents des humains qui vivent en ville comme l'Europe, où Ouais. on est plus habitués à être les uns avec les autres, on est plus habitués à être, ils sont très gentils, mais tu sais, il y a cette part de sauvage en eux, en fait. Ouais. 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 Et je dis pas sauvage dans le terme, Rustre. non, voilà. Non, c'est vraiment juste, ils sont habitués à la survie au quotidien. Mhm. Mhm. Et je me suis direct retrouvée là-dedans. Ok, ok. Je suis pas une nana de confort et tout. J'aime bien avoir un certain confort, genre la douche, etc. Mais par exemple, le premier ranch où j'étais, on avait les toilettes dehors. Ouais. Et pour avoir de l'eau, il fallait aller la chercher avant de l'utiliser. Ouais. Et du Excellent. coup, dans ce truc-là où direct, j'étais à ma place, en fait.
c'est hyper étrange, mais Ouais. j'étais à ma place, donc j'ai pas été déçue. Mais c'est très, très dur, par contre. C'est vraiment... Il faut... Comment dire? Si on vient en se disant ah, mais ça va être trop cool, je vais juste monter à cheval tout le temps Mm. et être cowboy comme dans... Il y a beaucoup de gens qui parlent de Heartland, de Yellowstone. Mhm. Pas notre quotidien. C'est pas du tout notre quotidien. Et quand tu as des situations de crise où tu te retrouves à devoir gérer en étant à plusieurs... Parce que moi, le premier ranch où j'étais, on avait 3 heures de route juste pour aller faire les courses. Ouais. Et du coup, quand tu te retrouves là et que tu as une situation de crise à gérer, il faut... C'est pas la même chose qu'en France, mais j'ai adoré. J'ai adoré. Ok. Et ça, tu as utilisé un mot très intéressant, c'est que tu t'es senti à ta place. Donc, est-ce que en France, justement, tu te sentais pas à ta place? Et à ton avis, pourquoi? Je sais pas. En fait, déjà, ça a commencé très jeune, me sentais. Mais c'était pas spécialement lié à la France, je pense, où j'avais peut-être un poil différent sur le fait que je cherchais toujours un peu quelque chose en plus que je trouvais pas en France. Mais à l'époque, je savais pas Mhm. quoi. Après, j'ai beaucoup grandi à la campagne, on a déménagé tous les ans, donc j'avais aussi ce truc de changement permanent Mhm. qui dérange un peu quand tu essayes déjà de te trouver toi-même. Ouais. Et au final, en fait, quand je suis rentrée dans le western, très vite, tu te rends compte que le western en France, c'est ce que je dis beaucoup, tu as des gens qui sont extrêmement bons, des gens qui savent ce qu'ils font, des gens qui sont très bons avec les chevaux, on a des très bons chevaux, mais beaucoup, c'est pas des cow-boys, c'est des gens qui montent en western et qui font des très bonnes choses. Cow-boy, c'est quelqu'un qui travaille sur un ranch. Et un Mhm. ranch, c'est un ranch ferme de vaches allaitantes. Et du coup, c'est des gens, des très bons entraîneurs ou des très bons sportifs en western. Et tu sais, tu peux pas sortir, aller faire tes courses avec ton chapeau, tu peux pas, si t'as tes bottes ou quoi, souvent, tu vois, t'as la remarque de, oh, j'adore comment vous êtes habillé ou quoi, mais ils savent pas que t'es cow-boy. Ils pensent que t'es déguisé ou quoi. Et donc, t'as ce truc un peu, tu vois, ce petit ressentiment de te dire, ah, mais j'aimerais bien qu'on me demande pas, tu vois, si je suis déguisée ou quoi, juste qu'on... Oh, bah oui, elle est cow-boy, c'est son métier, c'est normal, c'est pas quelque chose de Mhm. dingue. Et quand tu arrives au Canada et que tu sors et tout le monde a ses bottes, tout le monde a son chapeau, tout le Ouais. monde dit, ah bah oui, on se retrouve au rodéo la semaine prochaine. Et j'ai eu vraiment ce truc de, je suis à la maison. Ouais. Ce sentiment d'appartenance. Exactement. Ça fait du bien. Ok. Et quelles étaient tes peurs avant de faire le grand saut? Parce que ça a été quand même un truc assez impromptu de contacter via Instagram. Tu t'es jamais dit, non, mais en fait, ça craint peut-être cette situation où, tu vois, tu te dis quoi, en fait, Élise, juste avant de prendre un avion pour aller dans un ranch que tu as vu via Instagram? C'est un mec que j'ai jamais vu. En fait, c'est marrant, j'en parlais justement ce matin avec ma mère. C'est elle qui avait c'est elle qui avait le plus les pétoches. Moi, je suis vraiment partie en me disant, mais j'ai une opportunité de dingue. Il y a des gens que je connais en France, ça fait des années qu'ils cherchent. Je contacte le premier ranch qui arrive, c'est un truc de fou, quoi. Et du coup, Ok. au final, euh, j'avais pas peur. J'avais pas du tout peur. J'avais juste cette appréhension de me dire, je laisse tout derrière moi, comment ça peut se passer, mais je savais que j'allais tout donner, en fait. Et je pense qu'à partir du moment où tu as peur de ce qui va arriver, mais tu vas donner 100% de toi-même, tu peux pas réellement avoir peur. Tu sais que quoi qu'il arrive, tu fais de ton mieux et ton mieux, il va devenir de mieux en mieux chaque jour parce que chaque jour, tu vas acquérir des compétences qui vont faire que tu es meilleur chaque jour, en fait. Tu arrives, tu es un peu perdu, tu es dans un pays et en plus, je suis bilingue en anglais, mais tu sais, il y a les accents là-bas. Mhm. Et Ouais. du coup, tu regardes les gens, ils ont un accent hyper fort de la campagne, donc c'est compliqué. Puis tu les fais répéter, au final, tu prends ça avec humour, tout ça. Essaye vraiment juste de devenir la meilleure version de toi-même. Et Ok. tu peux pas avoir peur en ayant la meilleure version de toi-même. La peur, c'est un frein. Il faut Mhm. juste que tu penses ça en excitation permanente, en fait. Et j'avais pas de peur, j'avais pas de regrets. J'étais juste sincèrement heureuse d'avoir cette chance-là, en fait. C'est une vraie chance. Mais tu avais quand même dit, tu avais peut-être la peur, c'était lié à ce que tu laissais derrière et tu laissais quoi derrière? Mes chevaux, mes chiens, ma famille, Mm. mes amis. Mhm. J'avais des ranchs où j'allais monter, travailler, etc. Mais je savais, enfin, tu vois, mes chevaux, au final, j'en ai vendu un. L'autre, c'était ma première jument Mhm. et je l'ai donné à quelqu'un qui est très, très bien. Et mes chiens, je suis revenue, je les ai avec moi et je vais les ramener avec moi, quoi. C'est pas, il Ok. n'y a rien de qualité. On m'a beaucoup parlé du fait de, ah, mais tu laisses tes chiens 6 mois, etc. Et c'est un gros frein parce que mes chiens ont toujours été avec moi. Mais en même temps, tu sais, tu pars 6 mois pour créer une vie qui va être ta meilleure vie. Mhm. Moi, 6 mois dans une vie, mes chiens, c'est hyper con. Je leur ai beaucoup parlé. Je leur ai beaucoup parlé, je leur ai beaucoup expliqué. Je leur ai Mhm. dit ce que j'allais faire, ce que j'allais les amener après, qu'on allait travailler ensemble. Et voilà, je suis partie 6 mois. Ok, je vous ai laissé 6 mois, les gars, mais je suis là. Et c'était 6 mois pour nous créer une vie de dingue. Alors, autre question. Est-ce que parfois tu as des doutes et que tu dis non, franchement, là, c'est trop dur. Là, j'ai envie d'autre chose. J'ai envie d'aller, que mes toilettes, elles soient dans la maison, tu vois?
Alors, des doutes, forcément, on en a. Parce que quand t'es passionné par quelque chose, vraiment, et je te parle d'être pris au trip par quelque chose, tu veux le faire bien parce que cette chose, tu la tiens en haute estime. Si tu tiens quelque chose en haute estime, c'est quelque chose que tu veux pas dégrader. Et je suis tellement passionnée par ce que je fais. J'ai une tellement haute estime de toutes les traditions qu'on a gardées, de tout cet enseignement qu'on tient de nos vieux cow-boys, etc. Mais je veux pas merder. Je veux pas rater des trucs. Je veux pas me retrouver à faire honte à ceux qui croient en moi, etc. Et je le fais de mon mieux. Mais en même temps, ça rejoint ce que je te disais. Quand tu donnes tout pour être la meilleure version de toi-même, quand tu donnes tout pour être meilleur chaque jour, et bah, tout se rejoint, en fait, au final. Donc, quand tu as des doutes, tu gardes le cap. Tu gardes le cap parce que je vais pas faire autre chose. Il y a rien d'autre que je peux faire dans ma vie. Pas parce que j'ai pas envie. Parce que grâce à ma famille qui, malgré tout, a été très stricte, ils m'ont donné tellement de compétences dans la vie, je pourrais faire d'autres choses. Mais je me vois pas faire autre chose. C'est ce que j'aime, c'est ce qui me fait vivre. Et quand je parle de mon métier, j'ai ce feu en moi. J'ai tout qui fait que je peux pas faire autre chose. Et donc, forcément, tu doutes. Mais le doute, c'est normal. Le doute, c'est une propulsion pour te faire, par exemple, soit regarder ce que tu fais, ou ce que tu as raté, ou ce qui reste encore à acquérir comme compétence, et qui te dit, hey, là, tu doutes, là, tu manques. Si tu manques, donne-toi les moyens, entoure-toi, fais quelque chose, et ce doute-là, il va partir. Peut-être quand on aura un autre après. C'est quoi? Quand tu as une échelle pour aller jusqu'en haut, tu as des barreaux. Tu es obligé de savoir ces barreaux-là. Chope-les, prends-les, tu prends juste un cran plus haut. Il faut pas rester dans la peur. La peur, c'est pas un bon moteur. Ton bon moteur, ça va vraiment être ta passion, en fait. J'adore. J'adore, tu me donnes envie là vite d'aller sceller mon poney et puis d'aller trier des vaches. J'ai pas de vaches à côté, dommage. Chèvre, ça marche. Ça marche aussi. Écoute, j'ai un quarter horse, mais j'ai jamais fait de western. Donc, écoute, Jamais fait le west, pardon. C'est juste le cheval parfait. J'adore ce cheval, j'adore qui il est, j'adore sa personnalité. Et du coup, là, je me dis, ben, il va falloir que je me trouve une selle de cow-boy et puis un instructeur et et des vaches. Voilà. Alors, quel regard tu portes aujourd'hui et quelles sont tes émotions quand tu regardes ton parcours qui était a priori, tu vois, enfin, vraiment un départ qui a été peut-être difficile, une phase de crise où tu te sens pas du tout à ta place, puis après, tu fais ce saut dans le vide. Tu pars dans ce ranch, tu te sens à ta place et de voir, tu vois, quand tu parles aujourd'hui, tu es hyper animé. Et du coup, comment tu te sens quand tu regardes tout ce chemin? Je suis extrêmement fière de moi. Je m'en fiche si c'est présomptueux parce qu'il y a un moment aussi où quand tu accomplis des choses, aussi petites soient-elles des fois, il faut être fier de toi. Parce que des fois, t'as pas forcément l'entourage qui va être fier à ta place. Et que je trouve que de temps en temps, c'est aussi très important d'être capable de serrer la main et de se dire à soi-même, hé, regarde ce que t'as fait. Regarde ce que t'as fait. Parce que si t'es comme moi, t'es jamais content. Tu dis toujours, ah non, je peux faire mieux, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Si tu t'assois de temps en temps et que tu dis, OK, là, je suis pas heureux en ce moment parce que j'ai l'impression que je pédale dans la semoule. Mais en attendant, j'ai réussi à faire tout ça. Combien de fois je me dis, attends, je suis partie à 22 ans, à l'autre bout de la planète, toute seule, chez des inconnus, dans un pays que j'avais jamais visité, faire un métier que je n'avais jamais fait. Qui fait ça? Mais tu vois, c'est important de s'asseoir et de se dire, hey, tape sur l'épaule, je suis fière de toi. C'est bien ce que tu fais. Continue. C'est pas fini. Et tu vois, moi, je trouve ça hyper sain comme réaction. Tu vois, quand tu dis que c'est peut-être présomptueux, je crois pas que ce soit présomptueux, ou en tout cas, je crois pas que ça devrait l'être, parce que quand tu te donnes à 100%, et c'est comme tu dis, tu vois, peut-être que ça va être une amélioration insignifiante pour quelqu'un d'autre, mais si pour toi, par exemple, quelqu'un de hyper timide, qui a réussi à parler à quelqu'un dans la rue, ben, c'est un truc énorme, en fait. Tu vois, donc c'est bien d'être fier, de s'être donné les moyens, en fait. Je pense que c'est très important chaque jour d'être reconnaissant pour des choses. Par exemple, je suis très, très croyante. Et dans le milieu du western, on est très croyant. Et tous les matins, quand je me réveille, déjà, c'est merci. Tu as l'opportunité même d'accomplir, même si c'est des petites choses qui te rapprochent de ton but, chaque matin te donne l'opportunité d'accomplir ces choses-là. Et dans ta journée, c'est hyper important d'avoir de la gratitude. Je sais pas, des fois, c'est des toutes petites choses tellement bêtes, tu sais, où aujourd'hui, il faisait beau. Et j'ai eu l'occasion de faire un verre en terrasse avec un ami que j'ai pas vu depuis des mois. Attends, mais c'est trop bien. C'est trop bien. Merci d'avoir cette. Il y a des gens qui ont, je sais pas, tu sais, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui ont un accident. Mes parents ont eu un accident de voiture très grave pendant que j'étais au Canada, tu vois. Il y a tellement de choses. Ces jours-là, il faut trouver une gratitude. Ils ont eu un accident très grave. Ils sont en vie. Ils sont en vie de fou. Et même dans tes malheurs les plus grands, trouver un tout petit bout de gratitude, ça te tient en vie et ça te tient dans une joie immense. Et c'est hyper
important d'être joyeux parce que si tu passes ta vie à être triste et à toujours te dire ah mais j'ai pas ça ou là je suis pas assez fort, là j'ai pas assez de compétences, sois heureux avec toi-même, sois reconnaissant d'être en vie et d'avoir les capacités que tu as aujourd'hui. C'est hyper important. Écoute, j'adore cette philosophie, hein. Je pense que c'est ce qui nous fait avancer. Mais du coup, ma prochaine question, j'ai peut-être une idée de comment tu vas y répondre, mais est-ce que tu as eu des échecs, c'est-à-dire des projets où tu n'as pas eu les résultats attendus? Et si oui, comment tu as fait pour gérer ça? Le premier ranch où j'ai été, donc celui qui m'a vraiment démarré sur tout, ça s'est très mal passé à la fin. Ok. Et ça s'est extrêmement mal passé au point que ça a été dangereux et tellement dangereux qu'il y a eu intervention de personnes extérieures. Ok. Et dire, ok, c'est la fin des haricots, je suis dans un pays que je connais pas, dans un bled toute seule, etc. Ouais. Et en fait, au lieu de voir ça comme la fin de tout, j'ai pris ça en me disant, attends, j'ai eu plein d'expériences avant. Je suis blessée parce que j'avais eu ma commotion. Ok. Je suis blessée, plein d'expériences. Je suis en vie, je me suis fait des amis. Je sais pas quand il y a eu un switch dans mon cerveau. Je me suis dit, j'ai l'occasion de recommencer quelque chose avec les compétences actuelles. Et donc, quand je suis face à des échecs comme ça, parce que des échecs, on en a tout le temps, ou même, tu sais, des fois, tu es avec un cheval et puis ton cheval, il est un peu complexe. Tu switches. Tu es face à un cheval les chevaux te parlent beaucoup. Et du coup, de ce que j'ai compris, tu es cavalière. Les chevaux, c'est un des animaux les plus compétents en matière de remise en question de l'être humain. T'es face à un cheval qui a un problème, c'est pas le cheval en lui-même le problème. Ton problème, c'est ta capacité à comprendre ce que le cheval essaye de te montrer ou de te communiquer. Ou peu importe. Et donc, si tu as un problème à comprendre ce qui se passe, tu vas pas t'énerver, tu vas pas désespérer, tu vas essayer de changer ton point de vue, changer ta mentalité pour comprendre ce problème. Et je pense qu'il faudrait essayer d'appliquer cette psychologie cavalière un petit peu à ce qui t'entoure et à tes échecs personnels. T'es face à quelque chose qui se passe pas bien, ça peut te prendre un peu de temps, forcément, mais il faut que tu sois capable de t'asseoir et encore une fois de faire une introspection pour te dire ok, là je suis face à un mur. Comment est-ce que ce mur-là je le vois? Comment je le perçois? Peut-être demander l'aide extérieure. Comment l'autre perçoit ce mur-là? Et si tu te décales autour du mur, tu le vois sous tous ses angles. Et une fois que tu as tous les angles, comment ce mur-là, est-ce que je passe par-dessus? Est-ce que je dois le démolir? Est-ce que je dois le contourner? Est-ce que les échecs, c'est ça? C'est juste des murs. Et un mur, c'est rien. Tu peux passer. Pas grave. Et t'en auras toute ta vie. Et il faut être prêt à ça. Il faut aussi se dire des échecs, j'en aurai toute ma vie. Mais c'est rien. C'est rien du tout. Parce qu'à côté des échecs, pour chaque échec, tu as une victoire. Et dans la balance, ça pèse. Ça pèse vraiment. Et tu vois, ce que tu décris là, c'est vraiment à 100% le mindset de croissance. Donc, quel que soit, si tu fais un petit peu de développement personnel, je suis 100% d'accord avec toi. Le cheval, c'est vraiment ce qui va te mettre le plus en face de tes difficultés et de tes limites. Donc, les personnes qui disent, je veux juste faire du cheval pour être tranquille ou aller en balade, t'es là, oui, à mon avis, tu vas avoir des surprises dans ce que tu vas découvrir avec les chevaux. Et en fait, ça, tu vois, ce mindset que tu as, est-ce que c'est quelque chose que tu avais depuis toute petite? Est-ce que tu as une idée de comment ça s'est construit? Parce que c'est pas souvent, tu vois, c'est pas souvent qu'on entend des gens peut-être plus de ton âge qui ont déjà ce discours-là, quoi. Je trouve ça génial. Déjà, ma famille est très anti-apitoiement. Du coup, c'est peut-être un peu même à la limite du toxique parce que du coup, t'as jamais le droit d'être triste. Parce que ma mère, par exemple, c'est mais il y a des gens qui l'ont plus mauvaise que toi. Mais pas ce que je n'aime pas parce qu'il y a aussi des gens qui l'ont meilleure que toi. Donc ça veut dire que t'as pas le droit d'être. Ça veut rien dire. Il faut s'accorder le droit d'être aussi triste que tu peux être heureux parce que ta tristesse, c'est aussi un moteur. C'est pas un bon moteur, mais ça va en être un pour décoller vers quelque chose. Par la suite, j'ai traversé plusieurs années dès mes 12 ans de dépression intense et qui ne venait pas de chose. Donc je pense que ça, c'est plutôt, tu vois, du trauma intergénérationnel en fait que j'ai traîné où j'ai un passif et donc j'ai dû hériter de tout ça. Mais en fait, ma mère a une telle force de caractère. Elle est tombée malade quand j'étais très jeune. Elle était seule, c'était mon seul parent. Donc, extrêmement malade, à l'hôpital, continuer de travailler en même temps. Mais une force de caractère, cette femme, c'est incroyable. Et ma mère, malgré tout ça, donc, restait seule, ne cherchait pas d'homme pour l'aider. Et je sais pas, ça a été un modèle tellement fort que tu sais, j'ai forcément cette empreinte en fait en moi de ma mère. Et par la suite, je sais pas, je te disais, on est très croyants et dans le milieu du western, c'est quelque chose, Dieu est très important. Avant chaque rodéo, on a la prière, etc. Et ça va peut-être pas parler à des gens qui ne croient pas et je respecte ça totalement, mais en fait, Dieu te donne cette force. Et tu disais, tu vois, d'être reconnaissant, c'est reconnaissance aussi envers Dieu, de se dire, attends, mais tu me donnes des opportunités chaque jour. Chaque jour, tu fais
des petits miracles pour moi, parce que ne serait-ce que là, c'était un vrai miracle, en fait. Et tu me montres la voie. Et même dans des moments où j'ai eu des échecs, même dans des moments où je doute, où il n'y a plus de portes qui semblent s'ouvrir, je dis toujours, Dieu, t'es un père. Un père ne veut pas de mal. Il me met des épreuves parce que c'est aussi le rôle d'un père de des fois être en recul par rapport aux épreuves. Mais derrière, tu me tends la main. J'ai confiance en toi. Il y a une épreuve, j'ai confiance en toi. Je sais que tu vas m'aider, t'es un père. Et c'est vraiment je pense que cette force-là, elle me vient beaucoup de ma croyance et elle me vient beaucoup de cette espèce de paix intérieure, en fait, qui est liée à, tu sais, la confiance, en fait, la foi, tout simplement. Ouais, la foi et la figure maternelle d'une femme extrêmement solide et qui. Est-ce que c'est un de tes mentors ou quelqu'un que tu admires beaucoup? Ma mère, c'est pas un mentor parce qu'on n'a pas du tout les mêmes passions. Okay. Elle est terrorisée par les chevaux. Ma pauvre maman. Okay. Mais, non, ça va être un mentor sur ce qui est la force intérieure. Ça, oui. Je sais pas si on a. Je pense une femme très très forte qui me vient à l'esprit maintenant, c'est Makayla. Sur Instagram, elle s'appelle Feral Valley Ranch. Okay. Je pourrais partager son truc si. Cette femme, elle est incroyable. Elle a une force. Makayla, c'est quelque chose d'incroyable. Elle est vraiment extrêmement forte et elle est très très douée avec les chevaux. Donc, très vraiment. On parle de mentor dans le fait d'admirer le travail de quelqu'un, ce serait Makayla. Et dans ceux que je connais, évidemment, parce qu'après, il y a des gens qui m'inspirent que je ne connais pas. Et dans ceux que je connais, c'est vraiment Makayla. Ok, il faudra que tu m'envoies son contact parce que je la trouve pas. Et justement, tu disais, donc ta maman, elle est pas du tout dans les chevaux. Comment ça t'est venu, les chevaux, dans ta vie? Eh ben, j'en sais rien. J'ai commencé à monter quand j'avais 4 ans. 4 ans. J'avais 4 ans. Et j'ai commencé à monter à Poitiers, dans un centre équestre qui s'appelle le Haras de la Forêt de Moulière. Ok. Et les gens très gentils là-bas avec moi. J'ai connu la directrice de ce haras-là qui était adorable. Je sais pas si elle est toujours en vie. En tout cas, ses fils, je sais qu'ils sont toujours là. Et ils ont vraiment donné un gros coup de pouce à cette passion, je pense. J'étais toujours fourrée là-bas. On faisait beaucoup de stages là-bas. C'était vraiment... Et à l'époque, ma mère n'avait pas l'argent, donc c'était mon beau-père de l'époque qui me payait les cours. Merci beaucoup, parce qu'il m'a vraiment aidé. Et par la suite, j'ai gardé cette fièvre du cheval. Et en fait, je sais pas, ça a toujours resté. Et je pense que je suis très, très proche des animaux. Ouais. Mais extrêmement proche. Il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie qui m'ont vraiment rapproché des animaux. Et je sais pas, et c'est vraiment, quand j'en parle, en fait, ce qui me revient, il y avait des chevaux qui étaient à côté, dans un pré à côté de chez mes grands-parents. J'allais quand j'étais petite, le propriétaire était au courant, etc. Évidemment, ne rentrez jamais dans un pré si vous ne connaissez pas les chevaux. Mais, et du coup, le propriétaire le savait, c'était des chevaux très gentils. Et d'un seul coup, je suis à côté de ce cheval et le cheval se met à taper sur le sol et j'étais juste à côté du cheval. Et je vois une vipère, en fait, que le cheval venait de tuer. C'est comme dans Black, les talons noirs. Et du coup, je me souviens juste de ce moment-là. Mais après, tu vois, c'est pas lié. Enfin, ce serait hyper fantaisie de se dire, oh, mais il m'a protégée et tout, tu vois. Mais quand t'es plus, tu as cette association-là aussi d'un cheval protecteur, etc. Et je pense que c'est beaucoup dans une continuité de la passion, après, de te dire que tu as ce lien avec des animaux, des chevaux ou quoi, ça joue. Tu te sentais à ta place avec les animaux quand tu étais plus jeune? Tout le temps, j'étais tout le temps. Bah, déjà, je suis une enfant unique. J'ai eu 2 frères par la suite qui sont les fils de mon beau-père, que je considère comme des frères, que j'aime beaucoup. Mais j'ai grandi seule, avec une mère qui était malade. La solitude, ça a été vraiment le mot maître de mon enfance, et qu'avec des animaux. Mes grands-parents ont adopté à ma naissance un berger allemand croisé bas rouge, avec lequel j'étais extrêmement proche, qui m'a à mes 12 ans, et ça a été mon meilleur ami. Et pareil, enfin, dès qu'il y avait des chevaux, j'étais avec. Dès qu'il y avait mes grands-parents vivent en autarcie, donc ils ont toujours eu des chèvres, des vaches, des cochons, tout ça. J'étais avec eux. Je me levais aux aurores pour être la première à les nourrir avec mon grand-père. J'étais, je sais pas, ça a été un refuge très, 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 très tôt, les animaux. Ma mère me comparait souvent à Heidi parce que, tu sais, elle est toute seule et en plus, il y a des photos où je lui ressemble beaucoup sur la cassette. Et du coup, elle me comparait beaucoup avec ça parce que c'est vrai que... Et puis, je suis pas fermée aux humains. Pas du tout. Je me considère pas fermée aux humains, mais l'animal te calme. L'animal, et ça, les chevaux, l'animal te fait voir le vrai toi. Tu peux pas te cacher avec un animal, tu peux pas mentir, tu peux pas faire semblant, tu peux pas créer une personnalité, ça sert à rien, c'est inutile. Et l'animal te fait voir tel que t'es, et au final, c'est très calmant. Et je pense que pour moi, c'était juste une évidence d'être avec eux au final. En fait. Okay. Et la petite Heidi qui vivait dans la montagne avec ses grands-parents à se lever aux aurores, est-ce qu'elle serait fière de toi aujourd'hui? Oui.
vraiment. Parce que je te disais, je suis tombée en dépression très tôt. Je sais pas à quoi ça a été lié, mais ça va être hyper dur peut-être à entendre. Trigger warning, je ne sais pas. Dès que j'ai eu à peu près 7 ans, en fait, j'ai fait des rêves où je me suicidais. Ce qui est très étrange pour un enfant si jeune. Et donc, je ne sais pas d'où ça vient. Et je pense sincèrement que c'est du trauma intergénérationnel, en fait, tu sais, de l'inconscient qui m'a été porté Mhm. des ancêtres, etc. Parce que je suis très métissée. Donc, j'ai un passé d'esclavage. J'ai mes arrière-grands-parents qui sont juifs, qui ont été déportés, tout ça. Donc, c'est un passé très, très lourd. Et je sais pas du tout ce qui m'a conduite à tout ça. Et en fait, donc j'ai eu une enfance seule et triste par moments. Je savais pas pourquoi Mhm. j'étais triste. Et donc j'avais cette impression de ah mais je trouverai jamais qui je veux être, je trouverai jamais ce que je Ouais. veux faire. Je saurai jamais pourquoi je suis faite. Je sais, chaque humain est fait pour quelque chose. On a tous Mhm. quelque chose à Mhm. accomplir. Pourquoi moi je peux pas trouver ce que je dois faire? Et donc très Mhm. très tôt, je me dire l'école ça marche pas, je veux être quelqu'un, je veux faire des choses pour le monde. Et donc je pense que oui, sincèrement, tu sais, tu reprendrais la Élise de même 10 ans, 12 ans et tu lui dirais, hé, on habite au Cap et on est cow-boy et on monte à cheval. Et même si on n'est pas les meilleurs, tout ce qu'on peut pour être les meilleurs, elle serait hyper heureuse. Elle serait hyper heureuse. Ah, c'est magnifique. Et pour revenir justement sur tout ce que tu racontes, sur cet état de désespoir que tu avais, comment tu en es sorti? Est-ce que tu as réussi à identifier des choses qui ont fait que tu as dépassé? Parce que c'est quand même profond ce que tu racontes. C'est vraiment quelque chose qui était hyper violent, qui peut-être était transgénérationnel et donc ne t'appartient pas d'une certaine manière et pourtant tu le vis. Donc comment tu dépasses ça? C'est une bonne question parce que je pense je suis pas la seule, tu vois, à traverser ça. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui peuvent s'associer à ça et se dire, putain, j'ai une dépression que je comprends pas. Trouver un but. Si tu as l'impression de pas vivre, de pas exister même, et en fait le plus compliqué dans ta vie, c'est de trouver un but, de trouver une passion et de trouver ce qui va te faire réellement vivre. J'ai été perdue pendant tellement longtemps que je me souviens même pas comment j'en suis sortie. Et t'as l'impression plutôt que ça peut devenir une normalité, mais il faut pas glisser là-dedans. Il faut réellement va vers l'autre. Ok, sors et sors pas en boîte ou quoi. Sors, voyage. Essaye peut-être, je sais pas, de l'Espagne, le Portugal, tout ça, c'est des pays qui sont très proches. L'Europe, il y a plein de choses que tu peux faire dans ces pays-là. Et pour moi, l'agricole, en fait, c'est hyper. Je sais que l'agricole peut être vu comme quelque chose d'hyper bas, en fait, dans la chaîne des Mhm. métiers. L'agricole, on est soudés et c'est un truc qui t'inculque des valeurs du labeur, de travailler Mhm. durement pour quelque chose qui a un sens. On nourrit les gens, on s'occupe des animaux, on s'occupe Mhm. de la terre, on est les gardiens. Les gens voient souvent l'agricole comme ah, mais vous tuez vos vaches, etc. On est les gardiens de ces animaux-là. Il y Mhm. a eu Mhm. beaucoup, beaucoup, beaucoup de moments où j'ai fait des heures et des heures à tenter de sauver un veau qui était prématuré ou des choses comme ça. On les aime sincèrement. Si tu es un bon agriculteur, on les aime sincèrement. Mhm. Et je pense trouver un but. Et les animaux peuvent apporter beaucoup aux gens. Et donc Mhm. l'agriculture peut apporter aux gens. Même si tu n'es pas proche des animaux, l'agriculture va t'inculquer des valeurs. Il faut essayer de trouver quelque chose. Il faut essayer de se sortir de cette Ouais. routine. Te fait plonger de plus en plus bas, de plus en plus bas, de plus en plus bas. Et sors de ça. Souvent, si tu es enfermé dans ton lit, je sais que c'est terriblement dur parce qu'il y a des jours où tu veux même pas prendre une douche ou te Mhm. brosser les dents. Fais-toi des petits paliers, des tout petits paliers. Mhm. Donc, va commencer par passer 15 minutes à essayer de marcher dans un parc à côté de chez toi. Mhm. Ou hyper bête, commence un herbier, essaie de connaître les plantes. Parce que Mhm. tu connais les plantes, et ben après, par la suite, tu peux dire, ah, mais je peux essayer de me soigner avec des plantes, je peux essayer de faire ça avec des plantes. Et tu vois, tu t'ouvres tout un nouveau monde. Ouvre-toi des nouveaux mondes, des nouvelles Mhm. perspectives. Ça peut que t'aider, en fait. Il faut vraiment que tu te sortes de ce truc-là. Et un message à tous les gens qui souffrent de ça, vraiment, je sais que c'est terriblement dur et que c'est un tunnel dont tu as l'impression de ne pas voir la fin. Et c'est une phrase Mhm. très générique qu'on entend beaucoup, mais une fois que tu es au fond, tu peux que rebondir. Parce que si tu as atteint le fond, et ben, tes jambes, elles sont sur le fond, tu peux que te repropulser vers l'extérieur. Et il faut vraiment avoir la force, c'est une force de caractère de faire ça. Et Mhm. tout le monde est fort. On a tous cette force en nous. Certains ont besoin de la puiser un peu plus loin, mais on est tous vraiment forts. L'être humain, c'est pas juste un animal tout bête, juste qui parle et qui a des jambes et qui peut conduire une voiture. L'être humain, on a une puissance en nous qui est incroyable et qui se voit notamment dans nos instincts de survie aussi. Mhm. Et on est incroyable comme animaux, comme machines. L'être humain est incroyable. On a la capacité de faire des choses pas là, peut battre. Ça en bat certains, malheureusement. Mais Ouais. beaucoup, beaucoup plus fort que ça. Trouver un but et faire des tout petits pas chaque jour et croire en sa force intérieure va te sortir justement de ça. J'aime beaucoup. Et du coup, Élise,
quels sont tes rêves pour la suite? Devenir pick-up man. Sur les rodéos, on a des... Ok. Quand les gens donc sur nos boncos, dans le cheval rue, tu as un le côté qui vient et qui récupère ce cavalier et qui va récupérer le cheval en train de ruer. Et c'est quelque chose d'assez dangereux, mais j'ai toujours eu le rêve. La première fois que j'étais à rodéo, j'ai vu les pick-up men et je me suis dit, ils sont trop classe. What? Non, mais en fait, c'est le truc, mais trop improbable, quoi. Parce que quand tu vas dans un rodéo, je veux dire, c'est pas le main character, tu vois, c'est pas la personne principale, quoi. Mais je sais pas, je les ai vus avec leur chape sur l'assaut et tout. Et j'ai regardé ma copine à l'époque, c'était une pote qui était venue avec moi. Et je dis, meuf, il faut que je me trouve un pick-up man, en fait. Et en fait, par la suite, j'ai eu ce switch de me dire, attends, je vais pas me trouver un pick-up man, je vais devenir le pick-up man. Ah, génial. Ok, donc c'est la personne qui récupère donc le cow-boy qui est tombé, plus le cheval qui est en train de continuer sa ruade, quoi. Ok, d'accord. Intéressant. Est-ce que tu t'es déjà posé la question pourquoi tu es fascinée par celui-là, en fait? Parce que j'en sais rien. En fait, déjà, quand tu les regardes, ils ont une allure, tu vois, qui est incroyable. Ils ont, je sais pas, la manière, la prestance qu'ils ont, elle te marque. Et puis, c'est les sauveurs, quoi. Ils viennent te chercher le cow-boy, ils viennent te gérer ça. Si tu appelles un hang-up où il reste accroché à son cheval, ça peut le tuer. Et c'est ces mecs et qui récupèrent le cow-boy, qui l'aident, qui lui sauvent la vie par moment. Et je pense qu'il y a toute cette dimension-là. Et puis, c'est des compétences que, tu vois, j'adorerais apprendre. Parce que du coup, c'est pas du tout comme le travail de ranch, en fait. C'est tout un monde qui s'ouvre à moi sur des rodéos et j'adorerais faire ça. Ce serait génial. Ok, alors excellent. Et alors, je m'attendais pas du tout à ça. Écoute, tu m'as fait découvrir quelque chose parce que je me suis jamais posé la question. J'ai jamais vu un rodéo malheureusement, mais je me suis jamais posé la question comment ils récupèrent les chevaux ou enfin tu vois. Donc voilà. Pick-up man. Avec les taureaux. On n'a pas de pick-up man avec les taureaux. D'accord, ok. Enfin, en tout cas, pas en France et j'en ai pas vu non plus au Canada. Ok. Et là, comment ils récupèrent le taureau? Ben, j'en ai pas vu. Oui, sans pick-up man, en fait, c'est des. Ok. Le rodéo, c'est des animaux qui sont dressés pour. Okay. C'est pas des animaux qui maltraitent ou c'est pas des animaux qui n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Donc, il y a des écoles entières pour apprendre à nos animaux à ruer. Okay. Quand ils sortent de ce qu'on appelle les chutes, donc c'est les espèces de cages où ils sont et qu'ils sortent de ces chutes-là, ils savent qu'ils ont des bucks, des ruades à faire. Une fois que le cavalier est tombé, très souvent, si c'est un animal qui est déjà entraîné, qui a fini son entraînement, qui n'est plus en entraînement, il s'arrête de bucker. Et tu vois, il regarde la sortie, on lui ouvre la sortie, il va vers la sortie. C'est parce que c'est tout un entraînement. Au même titre qu'un chien qui prend un pas, il sait ce qu'il a à faire. Il rue, on ouvre, il s'en va. Et c'est des animaux, quand tu as un taureau qui fait une tonne, tu vas pas forcer ton taureau à rentrer dans la chute. Si tu maltraites ton taureau, et que, par exemple, j'avais entendu des gens qui disaient qu'on les électrocutait. Attends, si tu es un animal d'une tonne et qu'il y a un cavalier dessus, s'il se retourne, ton cavalier, il est mort, en fait. Ouais, ok. Ça n'a aucun sens. Et donc, si on leur fait du mal, ils peuvent nous tuer. Donc, le but, c'est qu'ils prennent pas du plaisir, forcément. Ça dépend, en fait, ce que tu appelles la notion de plaisir, mais juste qu'ils sachent que c'est leur job. Ils font leur job. Une fois qu'ils l'ont fini, ils rentrent. Ok, excellent. J'avais entendu sur un rodéo une dame qui nous disait qu'on serrait les couilles des testicules des chevaux. Des juments sur les rodéos. Ah ouais, c'est des juments? On a beaucoup de juments sur les rodéos. Ok. Et même, Élise, écoute, je vais te poser la dernière question signature du podcast. C'est qu'est-ce que tu conseilles aux personnes qui écoutent ce podcast pour que, à leur tour, ils vivent leur version de leur meilleure vie? Est-ce que tu as une chose à conseiller? Eh ben, ça va rejoindre ce que je disais avant. C'est trouver un but. Et si tu as déjà ce but, très très bien, génial, absolument génial, parce que c'est très compliqué de trouver un but. Et après, en fait, on m'a beaucoup demandé comment devenir cow-boy, comment trouver quelque chose à faire dans ce sens-là. Et j'explique aux gens qu'il faut faire des tout petits pas, en fait, des tout petits pas tout le temps, parce que tu peux pas essayer de... Encore une fois, ça rejoint la métaphore de l'échelle que je te disais juste avant. Tu as des barreaux qui sont proches et tu peux pas supprimer plein de barreaux d'un coup pour passer de ce que tu es aujourd'hui à ta meilleure version de toi-même. Il faut que tu aies plein d'étapes entre les deux et toutes ces étapes-là, ça va être plein de petites compétences que tu peux acquérir. Donc, quelqu'un qui veut devenir cow-boy, ça va être très simple, ça va être monter en western, ça va être apprendre des trucs basiques qu'on fait comme, je sais pas, lancer un lasso. Ça va être commencer à t'intéresser aux vaches, parce qu'on travaille beaucoup avec des vaches, donc essaye de voir les maladies des vaches, comment une vache vèle, comment une vache qui a un problème au vélage, tout ce qui est les maladies des vaches, tout ça. Essaye de travailler dans des fermes en France pour se rapprocher des vaches, commence à t'intéresser aux chevaux, comment on travaille, tout ça.
rapproche-toi de gens qui sont autour de toi, de certains ranchs, etc. Là, c'est très tourné vers le western, mais c'est parce que c'est ce que je fais. Mais trouve-toi des petits paliers à faire. Les petits paliers, c'est ce qui t'amènera à quelque chose de beaucoup plus haut, en fait. Ouais, j'adore. Ok, et écoute, merci beaucoup, Élise. Alors, je mettrai évidemment le lien vers ton Instagram. Il faut absolument aller voir ton Instagram parce que c'est juste génial. Je pense qu'on peut dire que tu es aussi créatrice de contenu. Déjà, tu nous fais rêver, tu nous fais voyager, tu nous fais rire. Donc, vraiment génial. Un immense merci de nous partager toutes tes aventures. Et puis, un immense merci pour ton parcours parce que je pense qu'il va en inspirer plus d'un. Merci, Élise. De rien. Attendez, ne partez pas. Avant que vous éteigniez votre téléphone et que vous retourniez à vos occupations, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute? Et si vous avez un iPhone et que vous êtes sur Apple Podcast, est-ce que vous pouvez me laisser un petit commentaire? J'adore lire vos commentaires et en plus, ça donne une grande visibilité au podcast, ce qui est indispensable pour assurer la pérennité de ce podcast. Et je vous en serai éternellement reconnaissante. Vous pouvez m'envoyer un petit message perso. Après, vous savez, je les lis et je vous réponds toujours. Merci à vous. Je sais que vous êtes des gros badass et que vous comprenez.